Bonjour à tous, c'est la fin de la saison, mais nous, on est encore là. Bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton. Et à la fin, c'est Pogačar le plus fort. 16 victoires cette saison pour le Slovène qui a remporté le Tour de Lombardie ce week-end. Est-ce que c'est le coureur de la saison? Alors, c'est Remco Evenepoel. On va en débattre. Aujourd'hui, saison gigantesque pour ces deux monstres. C'est plus difficile pour Julian Alaphilippe. On reviendra aussi sur sa saison compliquée dans cet épisode. Et puis ce week-end marquait aussi la fin pour trois légendes de cyclisme, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali et Philippe Gilbert. À quel point ont-ils marqué leur époque? Là aussi, on en discutera ensemble. Et puis, on parle aussi un petit peu de gravel avec notre invité Lilian Calmejane, le coureur d'AG2R Citroën qui participait au premier championnat du monde qui avait aussi lieu ce week-end. Il y avait beaucoup de choses et qui va changer aussi l'équipe à la fin de la saison. Tout ça, ça sera bien sûr dans la deuxième partie avec l'échappée. Voilà, j'oublie même le nom de mes rubriques. Et Rémi Dos Santos est déjà en train de se moquer de moi. Bonjour Rémi, ça va ? Salut Yoann, ça va et toi ? Écoute, ça va très bien. Je crois que ton micro n'est pas allumé. Parce que y a pas besoin. De toute façon, je dis que des saucisses, alors c'est pas grave. En parlant de saucisses, bonjour. En parlant de saucisses, Gilou, ça va ? Ça va très bien, et vous-même? Bah écoutez, Pas mal. plutôt bien pour cette fin de saison. La voix part un petit peu des fois, c'est aléatoire, hein, mais sinon on est encore vivant et c'est le principal. Et on va directement passer au départ. On va parler du Tour de Lombardie. Avant de se poser des questions existentielles, on va débriefer ce Tour de Lombardie. Alors d'abord, Rémi, est-ce que la course t'a plu ? Oui, j'ai passé un bon moment. Alors, j'ai pas tout regardé. Je suis comme Anthony Nicolas, je fais de la sieste au début. Ouais, il fait beaucoup de sieste. Hein. Ça, il en fait beaucoup, ouais. J'étais assez étonné que ça parte que, entre guillemets, à 20 km de l'arrivée. Je m'attendais à ce que ça parte de plus loin. En même temps, ça avait du sens, hein, mais j'ai trouvé que le peloton était encore plus fourni que je ne l'aurais cru à 20 km de l'arrivée. Par contre, quand c'est parti, c'était très fort et très vite. Et puis, ça se voyait que les UAE avaient parfaitement préparé leur coup. Gilou, il n'y avait pas Remco Evenepoel, mais par contre, tu as quand même regardé la course, je suppose. Comment tu t'es senti devant ? Est-ce que ça t'a excité ou pas du tout ? Je suis pas forcément d'accord. Moi, personnellement, je trouve que cette course n'était pas chouette à regarder. On s'est plutôt ennuyé. C'était une course à l'ancienne, un peu à l'époque des Armadas, où Jumbo a un peu essayé, puis UAE a pris les rênes. Ils ont contrôlé tout. Pogačar a attaqué au moment où il voulait. Il a été gagné. C'était le plus fort. Il y avait que Mas avec lui, mais on peut pas parler d'une belle course, d'une course où on s'est vraiment régalé. En tout cas, pour ma part, je suis pas passé le meilleur samedi devant le vélo. T'aurais dû regarder le gravel féminin en parallèle, tu t'es peut-être à régaler. Mais finalement, on disait avant le Tour de Lombardie que c'était peut-être un parcours pour punchers, c'était moins difficile qu'avant. Finalement, en fait, c'était clairement pour les grimpeurs et on a vu que c'était les meilleurs grimpeurs qui étaient devant, Rémi, en fait. Oui, de toute façon, déjà, le podium parle pour lui, même si Pogačar reste un très bon puncher. C'est vrai qu'Enric Mas et Landa sont pas les plus connus pour leur punch. Puis même derrière, hein, quand tu regardes Vingegaard, Bardet dans le top 10, oui, c'est vrai que finalement, on a les meilleurs grimpeurs qui ont brillé. Et c'est vrai que je rejoins Gilou sur ce qu'il dit. C'est vrai qu'on avait une course des Armadas, comme on peut le voir sur les courses par étapes. Donc Pogačar a été le plus fort. En fait, c'est simple. Il a attaqué une première fois, c'était terminé, Gilou. C'est pour ça que, en gros, tu dis ouais, je me suis un petit peu ennuyé parce que finalement tout le monde s'est un petit peu regardé avant une difficulté qu'a choisi Tadej Pogačar pour partir. Mais ça s'est joué un peu comme une course de côte, quoi. Il a fait ce qu'il voulait. C'est pour UAE, c'est la course parfaite. Ils ont mis leur plan bout à bout et ils ont eu la victoire finale. Il a attaqué où il voulait, comme il voulait. Il n'a pas été vraiment mis en difficulté sur l'ensemble de la course. Donc, c'était du tableau noir pour UAE. Très belle course pour eux, mais pour nous, moi, je suis désolé, c'était pas une course incroyable par rapport à ce qu'on a vu, aux courses qui se déclenchent plus tôt, au tempérament de certains et tout ça. Là, je trouve qu'on avait une course un peu attentiste où tout le monde savait peut-être, à part Enric Mas au départ, qui allait déjà gagner. Moi je pense que je suis parti pris parce que comme j'avais dit qu'Enric Mas gagnerait, Ouais, moi j'étais t'as chaud. vibré dans le Moi, canapé. dans les 10 derniers kilomètres, j'étais comme un fou. Je me dis peut-être il J'avais va le donné faire. Pogačar. J'y ai Ouais. jamais cru, hein, évidemment. Mais... Alors, j'avais pas noté les noms dans les paris, mais il y a quelqu'un qui avait donné Pogačar, ça doit être évidemment Gilou, vu qu'il le dit. Justement, on parlait de stratégie, de partir de loin, de faire autre chose. On en parle de la stratégie d'Enric Mas ou pas, Gilou ? Enfin, s'il y a une stratégie. Il a fait du Enric Mas, non ?
Ouais, non, Est-ce qu'Henrik Mas n'a tout simplement pas fait du Henrik Mas et fait ce qu'il a fait pendant 3 semaines sur la Volta? non, mais Est-ce que ouais, à regarder un peu c'est les sa roues, façon de quoi. courir, c'est sa Ouais. façon de courir. On peut pas changer, on peut pas changer les gens non plus. Oran est un gars comme ça aussi. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Alors, je peux comprendre qu'on le déteste, qu'on l'aime bien ou pas, mais il a fait ce qu'il fait toujours. Donc, est-ce que s'attendait à autre chose? Non. Et parce qu'il y a eu des étonnements, notamment dans ce groupe, hein, puisque Jérémy Sakian a dit pourquoi il a roulé en envoyant un petit texto en disant mais il est fou de rouler Enric Mas, il fait le jeu de Pogacar où il pensait le taper au sprint. Il y avait aussi la présence de Mikel Landa dans le groupe de 3 qui était à la limite, peut-être qu'il voulait aller chercher la deuxième place, mais c'est un petit peu bizarre parce qu'on sait qu'on va être battu et finalement on fait le jeu aussi de Pogacar, Rémi, c'était très bizarre. Ouais, On sait qu'on va être battu, pas si sûr quand tu vois le sprint, hein. Oui, bon, bah, j'ai pas il l'impression qu'il a vraiment forcé Tadej. On peut en parler de ce sprint parce que Henrik Mas, j'ai l'impression qu'il va dans l'autre sens. Il se met complètement à l'autre côté de la route et il essaye même pas. Bref, il a pas l'habitude. Non, mais oui, on sait jamais évidemment, mais c'est vrai qu'elle est bizarre cette stratégie à partir du moment où Landa est lâché de rouler avec Pogacar. Alors ok, il a pas fait. Il n'a pas fait 60 bornes à rouler devant Pogacar. Il a pris quelques relais, il n'en a pas pris des masses et c'était pas les plus lourds. Mais je ne comprends pas non plus cette tactique. Tu sais que Pogacar est favori. Il y a un mec derrière qui peut potentiellement rentrer, qui a été lâché. Donc déjà pour qu'il rentre, il faut qu'il soit vraiment, qu'il se remette en canne. T'as pas à rouler. T'as pas à rouler. Moi, je trouve qu'il n'a pas à rouler. Derrière, il fait le sprint. Il est battu par plus fort, c'est pas grave. Mais je comprends pas non plus pourquoi il a roulé comme ça sur les derniers kilomètres. Ouais, mais quand tu penses, il faut aussi se mettre à la place des gars. Si tu prends le départ d'une course en tant que leader et que tu dis à la base, je sais que j'ai perdu, il faut aussi avoir un petit peu confiance en soi et un petit peu se dire, je suis capable de le battre. Et il a déjà été battu. Et on a déjà vu sur certaines courses, où certains moments, c'était pas le plus fort. Pourquoi pas moi? On serait pas plus fort. Donc, si il fait que sucer des roues, on lui dit, tu fais que sucer des roues. Quand il roule, on lui dit, pourquoi tu roules? À un moment, voilà, le gars a le droit d'avoir confiance en lui, de penser aussi qu'il peut battre Pogacar, étant donné qu'il était en forme et qu'il avait gagné des courses avant. Donc, le problème avec lui, c'est que dès qu'il fait quelque chose, on le critique. Parce que c'est Henrik Mas, c'est la Movistar. Voilà, mais c'est ça. Un duo qui fonctionne toujours très bien. Tu vois. Le truc, c'est qu'il roule pas avec Pogacar pour éviter que le groupe Vingegaard revienne derrière. Parce que, évidemment, si tu as derrière le groupe à 20 ou 30 secondes dans les 10 derniers kilomètres, avec donc Bardet, Mollard, Vingegaard, je crois qu'il y avait Ciccone aussi, Mollema, donc avec des mecs qui peuvent potentiellement aller plus vite que toi au sprint et t'empêcher d'avoir le podium, je peux comprendre. Là, il n'y a que Landa qui est derrière à une quinzaine de secondes, mais qui a déjà lâché 2 fois avant, il a complètement pété, il en peut plus. Je comprends moins le principe. Surtout qu'au sprint, je pense que Mas peut taper Mikel Landa, hein, étant donné qu'au sprint, c'est pas trop son truc. Bon, Henrik Mas deuxième, c'est quand même une satisfaction. Mikel Landa aussi de le revoir sur le podium. Belle fin de saison de Mas. Ouais, c'est vrai. Il a montré qu'il était en belle forme. Sur le Tour de France, c'était plus compliqué, mais là, voilà, ça a été beaucoup mieux. Donc Mikel Landa sur le podium, mais on a eu des déceptions. Alors, on parlait de Jonas Vingegaard qui était dans le groupe derrière, mais finalement, il termine 16e. Il a un petit peu lâché sur la fin. Bon, quand on sait qu'on ne peut pas gagner, c'est un peu normal. D'autres déceptions, Gilou, t'as noté des coureurs qui sont passés au travers? Maury Van Sovnot? Non, Maury, ça va encore. Il fait une 20e place. Oui. On a dit que c'était plutôt pour les grimpeurs. C'est pas un pur grimpeur. Après, la grosse déception, je vais vous la laisser, mais faut-il vraiment la nommer? Ouais, ça sera bien sûr dans la troisième partie. 51e. Oui, bien sûr, à 51e. On dit pas qui c'est, comme ça on laisse aux gens le temps de découvrir. Bon, alors déception, voilà, on parlait de Jonas Vingegaard. Après, je vois pas vraiment d'autres coureurs autres que notre Nibali lâche un peu vite. Surprise. Ouais, Nibali. Mais après, vite, je veux dire, il reste quoi, 20-25 bornes, mais il lâche pas au moment où. T'as envie de le voir jusqu'au bout. C'est ça. Valverde reste, tu vois, dans ce groupe de contre. 6e place pour Valverde, oui. Et c'est beau. J'aurais bien aimé voir Nibali aussi dans ce groupe. Après. Sur Twitter, ça s'est énervé sur Valverde a priori parce qu'il a foutu le bazar dans le groupe derrière pour éviter que ça revienne. J'ai vu plusieurs tweetos qui se sont permis de le critiquer. Une fois qu'il faisait l'équipier. Et juste derrière, Rudy Mollard 8e, Romain Bardet 9e. Finalement, les Français, ça va. C'est la place pour moi de Romain Bardet et Rudy Mollard sur ce genre de course finalement, parce que c'est au sprint pour la 6e place. Oui, complètement.
ça reste une place. Romain Bardet, on a l'habitude de le voir dans le top 10 du Tour de Lombardie, donc ça reste relativement normal. Mais même Rudy Mollard, hein, c'est un parcours qui lui convenait plutôt bien. Il a été avec les meilleurs, il a tenu. Top 10, c'est pas infamant. Il y avait 3 mecs devant, donc de toute façon. Puis après, il y en avait 2 autres. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus énormément de place. Il n'y avait pas moyen de faire plus. Il pouvait pas suivre Pogacar. Romain est un peu mal placé quand Pogacar attaque. C'est dommage. Il a essayé plusieurs fois Il a essayé de contrer. C'est dommage, mais il n'a pas fait une mauvaise course. Bon, 9ème, c'est pas si mal. Il était tout seul en plus. Hein. Oui, c'est vrai que Romain Bardet, il va falloir s'habituer parce que tout le monde se barre de chez Oui, les c'est vrai. SM. Donc, Et il reste Juliette Labousse et Romain Bardet. Ouais, voilà, ils vont Ils faire vont prendre les hôtels à 2. Ouais, ils vont faire une équipe mixte et avec un avion en classe business, hein, évidemment, pour les deux. Char à voile. Char à voile. On va retourner sur Pogacar parce qu'on va parler de sa saison, 16 victoires du coup dans cette année 2022, le record de l'année, Strade Bianche, deuxième du Tour de France avec 3 étapes, le Tour de Lombardie donc pour terminer la saison XXL tout de même. Mais est-ce qu'on retient pas l'échec face à Vingegaard sur le Tour de France, Gilou? Qu'est-ce qu'on retient de la saison de Pogacar? C'est énorme ou on reste sur sa fin? Moi, si on me parle de la saison de Pogacar, tu l'as dit, le moment marquant, c'est cette défaite, ce retournement de situation sur une étape face à Jonas Vingegaard. Pourquoi ? Parce qu'on avait tous l'impression que le tour était déjà joué, c'était gagné pour Tadej Pogacar, il allait gagner et puis il allait tout écraser. C'est pas le cas. Il gagne pas ce Tour de France, alors il prend des superbes victoires après. C'est sûrement le meilleur coureur du monde, ça je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, le moment marquant de la saison de Tadej Pogacar, je suis désolé, mais c'est ce retournement de situation sur cette étape où je ne sais toujours pas pourquoi il allait contrer Primoz Roglic qui était très très loin. Oui, on refait le match. On col refait du Granon. Tout à fait. la course. Col du Moi, je Granon joue va au foot, rester. dans la buvette, c'est 2 bières et on refait le match. Bon, on n'a pas les bières, hein, mais on ira les chercher plus tard. Non, mais c'est vrai parce que finalement, Tadej Pogacar l'a dit à la fin de la saison. Du coup, a donné une interview en disant j'étais très content de ma saison, j'ai fait une saison incroyable. Oui. Mais finalement, ce que les gens retiennent et ce que les suiveurs retiennent, c'est cette deuxième place du Tour de France, plus qu'un autre monument où il est Strade Bianche et 16 victoires. Je sais pas, moi c'est mon avis, peut-être t'en as un autre, Rémi. Non, moi je suis entièrement d'accord avec vous deux. Tu prends son année, elle est très bien, il n'y a pas de souci. On aimerait bien avoir des années comme ça. Voilà. Ouais, une fois, allez. Même la moitié, hein, clairement, Ouais, tu prends cette moitié de saison. Elle est très bien, il y a un monument encore, il y a l'Estrade, il les avait jamais gagnés. Après, il y a Julien, il prendrait même le tiers. Hein. Oui, je pense, ouais, cette année, ouais, clairement. Mais tu regardes par rapport à la saison dernière. Voilà, c'est tout. Il a un Tour de France et 2 monuments l'année dernière. Et globalement, les mêmes courses qu'il avait gagnées. Il a gagné l'UAE Tour, déjà, le Tour de Slovénie, machin. Enfin bon. Donc, en gros, cette année, il y a un gros trou. Il y a un gros trou, c'est le Tour de France. Et ça reste la course la plus importante de la saison. Donc, évidemment que ça reste un échec. Sa saison est très bonne, mais il a eu un échec sur la course la plus importante, sur celle où il était le plus attendu. Alors, du coup, ma question, elle est là. Qui va être élu coureur de la saison? Je vais commencer par Gilou parce que ça va l'intéresser. Est-ce qu'on vote Remco ou est-ce qu'on vote Pogacar dans l'urne? Remco, tous les jours. Il gagne un grand tour. Ok, c'est pas le Tour de France, mais il gagne un grand tour. Il gagne un monument. Il gagne les championnats du monde. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour ne pas voter pour lui? À part Annemiek van Vleuten, pardon. Oui, non, bien chez sûr. les hommes, je suis désolé, si on vote pas Remco, c'est de l'anti-Remco. Alors je sais bien qu'il y a énormément de gens qui le détestent, mais là, objectivement, quand tu as un grand tour, un monument et les championnats du monde, c'est game, les gars, c'est fini. Et pourtant, il y a débat parce que c'est Pogacar qui est. En tout cas, dans la sphère du cyclisme, il y a débat parce que voilà, on parle de quelqu'un qui a Parce que gagné c'est plus Remco la et que les saison. gens ont un problème avec lui. Mais si, à la place de Remco, c'est Wout van Aert qui a le même palmarès et qui fait la même saison, il n'y a pas débat. Je suis quasi sûr. Il y a débat, Rémi, ou il n'y a pas débat? Non, pour moi, il n'y a pas débat. Ah. Pour moi, il n'y a pas débat, c'est Remco tous les jours. Il gagne les 3 courses les plus importantes, enfin 3 des courses les plus importantes. Comme l'a dit Gilou, c'est la Vuelta, c'est pas le Tour de France, mais ça reste un grand tour. Il gagne Liège-Bastogne-Liège, c'est la doyenne. Alors est-ce que c'est la plus mythique? Je sais pas, ça dépend des préférences et tout, mais ça reste Liège-Bastogne-Liège. C'est pas le Tour de Lombardie, c'est quand même un rang au-dessus. Ouais. Et puis il gagne les mondiaux, pardon. Tu peux pas faire mieux, il a gagné les 3 grands moments de la saison, donc évidemment c'est Remco. Là, la qualité prime sur la quantité de Pogacar. Alors, Gilou. Et même pas niveau quantité, il n'y a qu'une victoire de différence. Hein. Oui, évidemment. Pogacar en gagne 16 en plus. et Remco en gagne En 15. plus, oui, c'est Donc vrai, c'est pas comme c'est si vrai. c'est pas comme si c'était 4 à 16 avec lui, des grosses courses, et l'autre, la quantité. La quantité, c'est la même des deux côtés. Il n'y a qu'une seule victoire d'écart. Donc, il n'y a pas débat. Et alors, question assez simple, Gilou. Il vaut mieux gagner la Vuelta ou terminer deuxième du Tour de France avec 3 étapes dans la besace? Gagner la Volta. Ok. Rémi? Gagner la Volta.
Donc le débat est... Bon voilà, il n'y a plus de débat, vous écoutez ça déraille, comme ça c'est tranquille, quand vous allez voter... Non, mais c'est parce qu'avec Gilou, on est toujours d'accord. Là, il C'est aurait comme dit ça. oui. Oui, il y a Jérémy, on appelle Jérémy. Voilà. Il n'est pas là, tant mieux. Les absents ont toujours tort et il a très souvent tort. Et on aurait dû lui demander de faire un petit vocal pour qu'on puisse contrebalancer. J'ai plus personne en face là, et puis c'est pas Anthony parce qu'il a pas regardé les courses cette année. On reviendra donc sur le Tour de Lombardie un petit peu plus tard parce qu'on va parler, oui, de Julien Alaphilippe, ne vous inquiétez pas, mais aussi d'autres choses parce qu'il y a des légendes du cyclisme qui ont quitté le peloton dernièrement. On va en parler aussi. J'ai demandé à mes coureurs à côté de moi de réviser. Personne n'a révisé, c'est parfait. Oui, Gilou, tu voulais... Attends, je voulais juste vous dire un petit truc. Remco Evenepoel, il n'y a aucune course où il ne courra pas avec un maillot distinctif parce que sur les contre-la-montre, il est aussi champion de Belgique. Ah, bah c'est... Comme Sagan qui a été resté, je crois, 3 ans et demi ou 4 ans sans ouais. avoir le maillot de son équipe. Ouais, entre le champion de Slovaquie et les champions du monde. Donc, on va parler d'autre chose. Justement, Peter Sagan, on va peut-être en parler. On attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. En vrai, j'ai pas du tout Peter Sagan dans cette rubrique. En tout cas, je l'ai pas noté. Mais bon, on sait jamais. Il fait partie des gens qu'on cite souvent. Mais oui, bien sûr. Ah bah tiens, je vais en parler puisque j'ai un ami qui travaille dans un restaurant qui m'a envoyé une photo dernièrement avec Peter Sagan. C'était ce week-end. Voilà, Peter Sagan qui mangeait dans un restaurant. Alors, il a beaucoup bu selon ses dires et il a mangé une côte de bœuf. Donc voilà, la fin de saison pour Peter Sagan. Les cyclistes mangent. Fallait le savoir. Oui, mais bien sûr. Et il a profité, il a raison, après les championnats du monde de gravel, qui a terminé assez loin, mais on en parlera avec notre invité Lilian Calmejean. Ashley Moolman, la Sud-Africaine, a battu Annemiek van Vleuten sur le Tour de Romandie féminin ce week-end. Allez, finalement, elle est battable, Annemiek van Vleuten, c'est plus facile. C'est la crise. C'est la crise pour Annemiek, que deuxième. C'est nul. Elle vient de perdre le vélo d'or là-dessus. Ah ouais, certainement. C'est fou. De toute façon, dans les choix, il y a mondiaux et Tour de Romandie. Ouais, évidemment. Donc Ashley Moolman qui pourra cocher ça dans son palmarès, a battu Annemiek van Vleuten en 2022. C'est pas facile. Roglic opéré de l'épaule pour éviter qu'elle se déboîte trop souvent. Une galère de moins pour lui. Mais la petite question rapide, évidemment, reviendra-t-il au plus haut niveau l'an prochain, Rémi ? Je l'espère. Mais je peux pas dire que... En fait, le cœur, j'aime beaucoup Primož Roglic, a envie de dire oui parce qu'il a déjà montré qu'il savait rebondir. Maintenant, l'âge avançant, les chutes et les avançant aussi, je sais pas. Je suis un peu mitigé. Gilou ? Le problème, c'est que est-ce que revenir à son niveau est suffisant pour gagner un grand tour ou une grande course ? C'est ça la question. Parce qu'en fait, il faut qu'il revienne à son niveau plus. Alors, est-ce qu'il va revenir à son niveau ? Potentiellement, oui. À un niveau plus, je ne pense pas. Donc, malheureusement, c'est dur de dire ça, mais peut-être que sa chance, elle est passée. On continue avec Arnaud Démare, vainqueur sur Paris-Tour pour la deuxième fois de suite. Il fallait qu'on parle de Paris-Tour, évidemment, qui avait lieu le lendemain du Tour de Lombardie. Un peu chiante la course, on va pas se mentir, parce que c'était un sprint final. Il y a eu quelques échappées, voilà, pour faire le résumé, c'est pour ceux qui l'ont pas vu. Mais finalement, un sprint. Alors, saison réussie ou pas pour Démare, Rémi Dos Santos ? Ça reste une bonne saison. Réussi, je sais pas. En fait, ça dépend. Mais je sais pas. Je te donne pas de critères. Moi, je te demande oui ou non. Donc après, je m'en fiche. Je vais dire oui quand même. Mais on aimerait bien une victoire sur une plus grosse course encore que Paris-Tour. Gilou, saison réussie pour Arnaud Démare, plus qu'un autre Arnaud Delis. ne se prononce pas. Ne se prononce pas, très bien. C'est vrai qu'Arnaud Démare, tu l'as déjà critiqué à plusieurs reprises. C'est le coureur que j'aime le moins, mais il n'y a pas à parler, c'est comme ça. Il y a des gens qu'on aime, des gens qu'on aime moins. Je ne suis pas le plus grand fan d'Arnaud Démare. Alors, dans le reste de l'actualité du cyclisme, c'est bien sûr le gravel. On en parlera, donc, je le dis une dernière fois, avec Lilian Calmejean, le coureur de la Citroën. Lilian Calmejean. Ce que tu l'avais pas encore dit, c'était pour être sûr. Ah ouais, voilà, comme ça je te le dis. Je permets aux gens de le savoir une nouvelle fois. Donc, championnat du monde de gravel, remporté chez les femmes par Pauline Ferrand-Prévôt et Gianni Vermeersch chez les hommes. Première édition. Encore un titre. C'était cool ou pas, Rémi ? Alors moi, j'ai regardé que des highlights. Malheureusement, ce week-end, j'étais pris par le Tour de Lombardie le samedi. Le dimanche, j'étais pris par des activités professionnelles. Donc, j'ai pu voir que des highlights. Je n'ai pas d'avis particulier du coup à donner. C'est une course de vélo en plus. C'est vrai que c'est dans l'air du temps de créer des mondiaux sur un peu toutes les
toutes les disciplines possibles. Moi, j'ai rien contre, j'ai pas de souci. Bon, PFP a gagné, c'est génial, elle est la meilleure. Et par contre, moi, ce que j'attends, c'est un jour, on fait un tracé où on met du cyclocross, de la route, des chemins blancs, La piste, des tu pavés finis à la piste et de comme la à piste, Roubaix, et voilà. tu mets tous les meilleurs de chaque catégorie et ils s'affrontent comme un gros MMA. Ça arrive lourd. Bah, génial. 1v1, Mathieu Van Der Poel. Non, allez, ils vont le faire à 3. Van Der Poel, Van Aert et Pitcock. Ouais, c'est vrai. C'est- oui, en fait, oui, on Après, connaît déjà. Et tu finis en VTT Oui, en vrai. descente. VTT descente, ouais, quand même, à un descente, moment. voilà. Ouais, bah là, c'est. Bah, Peter Sagan, on a fait un petit peu, je crois. Et Egan Bernal aussi. Si mes souvenirs sont bons. Bon, après, les gens vont me corriger. D'ailleurs, Pauline Ferrand-Prévot, qui a signé chez Ineos, c'est fait pour l'année prochaine. Pour former avec Pitcock le duo magique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le truc? Bon, tu elle fais va une- prendre un peu de blé quand même. Ah, c'est Ineos, j'espère. hein. Attends, mais elle mérite. Elle a encore un nouveau titre. C'est normal qu'elle mérite, heureusement. Elle a mais- 13 titres mondiaux, j'ai lu. C'est tout? Ouais. Oh. T'en as combien, toi, Gilou, des titres? Moi, j'ai le titre, je crois que j'ai gagné une fois en 4e provincial, un titre de champion de ma Non, j'ai rien, j'ai que dalle. Même pas en fléchette, hein, même si tu t'entraînes lourdement. Pas ça encore. commence. pas encore. Dans Mais 3 ans, je suis tu vas même au pas- mondiaux, je suis même pas champion de ma maison, j'ai joué contre ma famille hier, j'ai perdu. Ah. C'est tout ce qu'on retiendra de ce podcast. Dernier truc que je donne comme ça, pêle-mêle, parce que c'est tombé il y a pas longtemps au moment où on enregistre. Eh bien, figurez-vous que Juan Sebastián Molano a remporté au sprint la 2e étape du Tour de Langkawi. Super, Tu non? viens de le savoir, je parie. Superbe. Ouais, bah voilà, je vous le dis, Tour de Langkawi. J'ai en pas ce pu moment. parler du gravel, moi. Ouais, C'est ah vrai, si, c'est vrai qu'il en a pas Alors, parlé. c'était cool, Gilou. En plus, Rémi a même pas regardé la course. C'était cool ou pas, Gilou? Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, Voilà. UCI, donc très belle réalisation pour ce genre d'événement. Au niveau de la réalisation, c'était nickel. C'était des chemins qui n'étaient pas forcément faciles à suivre. On a eu des super images. Au niveau de la course, on va pas se mentir, ça s'est décanté très très tôt et on a très vite su que ça se jouerait qu'à 2 entre Haas et Vermeersch. Bien évidemment, moi, j'avais un billet parce que Vermeersch était devant. C'est un coureur que j'apprécie beaucoup, qui vient du cyclocross. Il montre encore une fois que le cyclocross, c'est peut-être qu'est la meilleure école. Anthony Colas ne me dira pas le contraire, mais les endroits étaient beaux, la réalisation super, un super vainqueur, hein, parce que vraiment, il mérite. Et voilà, peu dommage sur le scénario. Et un Van Der Poel qui était quasiment sûr de gagner, encore une fois, et qui n'a pas gagné. Ouais, qui termine. Mais qui était très content pour son coéquipier, il était vraiment très très sport. Qui termine sur le podium quand même parce qu'il a géré un petit peu derrière, mais c'est vrai que c'est bizarre hein, parce qu'en fait t'as pas forcément de jeu d'équipe, c'est chacun pour soi et tout, donc ouais c'était particulier. Eh bien vous savez quoi, on va en parler de ces championnats du monde de gravel avec qui, Gilou? Avec Lilian Calmejean, notre invité du jour. Mais c'est incroyable. Le coureur Incroyable. d'AG2R Citroën qui attend dans la salle d'attente et du coup on va le faire rentrer maintenant. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Notre invité aujourd'hui, c'est Lilian Calmejean, le coureur d'AG2R à Citroën. Et puis, s'il est là, c'est parce qu'il a fait le championnat du monde de gravel. Mais d'abord, on va lui dire bonjour. Bonjour Lilian. Bonjour à vous. Bon, alors, première édition des championnats du monde de gravel en Italie, 21e place, au final, à 6 minutes 40 de la tête. Alors, comment c'était ces championnats du monde de gravel? Cette première édition, c'était une découverte pour toi ou tu avais déjà été un petit peu sur des chemins de gravel en dehors dans les entraînements? Comment ça s'est passé? Alors oui, c'était une découverte forcément pour, je pense, c'est même pas je pense, c'est pour la totalité des coureurs puisque c'était le premier championnat du monde de l'histoire avec un parcours assez inédit. Après la découverte du gravel, pas vraiment dans le sens où, bon, depuis on va dire 2-3 ans, j'ai pris l'habitude de faire quelques sorties gravel de temps en temps, notamment des sorties, on va dire, assez longues et en endurance où voilà, je me sers pas forcément du gravel pour travailler les intensités, mais plutôt pour faire du long. Mais oui, c'était une toute première, un premier événement qui a eu un beau succès populaire et je pense que beaucoup de coureurs ont pris du plaisir et moi y compris. Et une course comme ça de gravel, est-ce que ça ressemble à ce que tu fais en sortie d'entraînement? Parce que c'est vrai que c'est une définition assez large, le gravel, hein. C'est juste avoir un vélo qui permet de s'adapter route et chemin. Donc, est-ce que c'est à quoi tu t'attendais? Ouais, au niveau du parcours et du terrain, la particularité du parcours, c'est qu'il était, on va dire, les 40 premiers kilomètres étaient assez vallonnés et surtout très techniques, avec pas mal de singles, donc vraiment du gravel engagé. Et puis ensuite, le reste était beaucoup plus accessible avec
beaucoup plus voilà, de chemins gravillonnés, de pistes cyclables et des portions route. Mais voilà, si on prend la compétition et le championnat du monde, on était loin on va dire, de l'esprit gravel randonnée ou grosse sortie où on lève la tête et on regarde le paysage. C'était vraiment une vraie course à part entière où il y avait la guerre de placement, où ça frottait beaucoup, il y avait de l'enjeu et de la nervosité. Donc là, on était beaucoup plus proche d'une course sur route au niveau de la préparation mentale et physique et de la gestion de l'effort, même sur la durée de l'effort, parce que ça a duré quand même plus de 5 heures. Donc on se rapproche vraiment d'une classique, hein, tout simplement. Après, en termes de parcours, ouais, il y a du pilotage, mais ça reste quand même moins accidenté que ce que je peux faire par chez moi ou ce que j'ai l'habitude de faire en gravel. C'était vraiment assez accessible avec beaucoup de pistes, comme je dis, et de chemins assez plats et pas vraiment techniques. Et justement, je me posais la question parce que, tu disais que ça ressemblait à des courses classiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences par rapport à un Strade Bianche, un Paris-Tours ou même un Trobreléon où il y a des chemins? Est-ce que il y a beaucoup de différences? On se pose la question, nous simples suiveurs. Oui, ouais, bah, complètement, hein. Sur la gestion de l'effort, il y a pas vraiment d'énormes différences. Après, ce qui rentre en jeu, mais ça sera forcément différent les années à venir, c'est le fait que ça soit, on va dire, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus individualiste. Donc, il y avait moins de courses d'équipe, moins d'équipes qui est à même de prendre en main la course, comme c'est le cas sur la route. Après, pour le coup, c'est complètement différent des Strade Bianche, parce que les Strade Bianche, tout simplement, il y a 4000 mètres de dénivelé. Donc là, il y en avait 600. Donc déjà, rien que ça, c'est complètement différent. Mais non, dans la stratégie, c'était quand même assez différent, dans le sens où on s'est parti très très vite, on s'est vite retrouvé une vingtaine devant. Et une fois que Danielos et Gianni Vermeersch se sont un peu isolés, ça a marqué un gros temps d'arrêt. Il y a une autre vingtaine de coureurs qui sont rentrés. À partir de ce moment-là, la course était vraiment complètement différente. Elle était beaucoup plus posée, beaucoup moins rapide, et elle accélérait seulement dans les secteurs techniques. Donc, il n'y a pas eu d'équipe comme ça avait été le cas s'il y avait eu vraiment des sélections nationales avec des vrais leaders dans chaque équipe où il y a un rôle de sacrifice, comme sur la route on le voit, avec des équipiers qui roulent clairement pour les leaders. Il y a pas eu cette stratégie-là mise en place. Du coup, ça a fait une course un peu, entre guillemets, un peu spéciale et qui était pour le coup assez éloignée de ce qu'on retrouve sur la route. Maintenant, c'était la première édition, donc je pense que dans les années à venir, vu le succès que ça a eu sur cette première édition et vu le nombre de pros, si on prend le top 30, il y a quasiment 20 ou 25 coureurs professionnels, quasiment tous issus du World Tour. Donc, je pense que c'est une discipline, en tout cas, tant que pour les prochaines années. Voilà, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ça restait en Europe avant d'aller en Australie à partir de 2025, je crois. Donc, tant que ça reste en Europe, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de pros et un bon succès au niveau de cette édition. Ouais. Tu devais y aller, enfin, quand tu as eu connaissance de l'existence de ce premier championnat du monde, tu t'es dit, c'est mon moment, j'ai envie de y aller. Toi qui avais déjà pris le vélo de gravel pour des sorties d'entraînement, tu avais envie d'y aller. Oui, oui, bon, moi j'étais assez demandeur. Après, c'est vrai que pour être honnête, c'est bien plus les marques de constructeurs de vélos qui ont été beaucoup à l'origine de ce projet, d'avoir les pros des teams qui participent à cet événement. Donc c'était le cas pour nous avec BMC qui est notre partenaire, donc qui a investi beaucoup dans le gravel avec deux modèles différents, un plus pour la vitesse, comme c'était le cas, celui qu'on a essayé ce dimanche, donc, et un autre plus pour le tout-terrain, on va dire la montagne et le gravel plus hard, on va dire. Donc, non, c'est beaucoup plus les marques de constructeurs, parce qu'on sait qu'en face, il y avait quand même le Lombardie et Paris Tour, donc c'est pas facile pour un coureur de prévoir un événement en parallèle comme ça, alors que le calendrier n'est pas fini. Mais en tout cas, le fait que les constructeurs poussent pour que les équipes libèrent des coureurs pros, ça a fait qu'il y ait un très beau plateau au départ, hein, on l'a vu. Ouais, il y avait du beau monde, hein. Peter Sagan était là, Mathieu Van Der Poel était là, il a terminé sur le podium. Enfin, beaucoup de grands noms. Du coup, maintenant que tu as pu participer à la première édition, est-ce que tu as pris goût? Tu vas y retourner? Tu vas continuer à regarder ce genre de course aussi derrière? Ouais, ouais, moi, ça me plaît beaucoup parce que ouais, je suis demandeur en parallèle de ma carrière
de pouvoir participer à des événements, j'appelle ça des événements un peu de masse, où il y a beaucoup, beaucoup de monde, où on partage avec différentes personnes et pas que des pros, aussi des amateurs et des passionnés. Donc carrément que moi, ça me chauffe, comme on dit, mais bon, c'est vrai que on va dire que si je devais choisir 2-3 épreuves en parallèle de ma saison de rouge, je préfère quand même nettement plus le VTT marathon, par exemple, ou le VTT que le gravel. Pour moi, c'est plus joueur et plus sympa, mais en tout cas, c'est un vélo que j'utilise à la maison et que j'ai plaisir à utiliser parce que tout simplement ça change de la route et que ça permet aussi d'être en sécurité, de ne pas côtoyer les automobilistes et des fois de faire un 5 heures ou un 6 heures en découvrant des nouveaux panoramas et des nouvelles routes qu'on ne peut pas accéder parce que c'est pas goudronné et du coup ça nous permet de voir un peu différentes choses. Donc c'est très agréable. Mais en compétition, voilà, ça reste quand même assez spécial et honnêtement, je prends plus de plaisir à faire une compétition de VTT que de gravel. Bon, en tout cas, tu as un touche-à-tout, hein, VTT, gravel, on sent que tu aimes le vélo. C'était aussi ta dernière course de l'année et donc ta dernière course, sous AG2R, la mondiale Citroën. Bon, on peut revenir un petit peu sur ta saison. Comment tu la qualifies? Parce qu'il y a eu des top 10, il y a eu le Covid et puis ensuite, voilà le Giro, que tu as pu faire et tout. Comment était ta saison finalement, là, cette, dernière avec AG2R? Ouais, ouais, c'est vrai que chez AG2R, les 2 ans que j'ai connus, ils ont été un peu, on va dire, parsemés d'embûches avec pas mal de péripéties et c'est pour la première fois de ma carrière, j'ai connu, quelques soucis de santé avec des chutes et puis une blessure aussi où j'ai été plâtré, donc ça m'a mis, à l'arrêt, notamment en 2020 pendant longtemps. Après, en termes de résultats, voilà, je suis clairement pas satisfait de ce que j'ai pu produire, mais en même temps, à côté de ça, mon niveau physique a été très bon toute l'année, c'est ce qu'il faut retenir et j'ai pas vraiment eu, l'opportunité d'exploiter vraiment à 100 mes qualités physiques dans une équipe où j'ai pas su trouver ma place et ça a été un peu compliqué pour moi de m'affirmer donc voilà, ça reste un peu décevant sur le plan des résultats. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, que je sens que ma place est ailleurs et que j'ai besoin d'aller ailleurs pour exploiter à 100 mon potentiel et de trouver une équipe tout simplement. Et je l'ai trouvé avec Intermarché ou Antigobert qui croit vraiment en mes capacités et qui sait comment elle va m'utiliser. Mais à côté de ça, voilà, j'ai quand même, c'est une expérience enrichissante. Ça a été formateur. Ces 2 années ont été formatrices et mon niveau physique, je sais qu'il est là. Donc, on va dire que les voyants sont ouverts pour la suite. Mais c'est vrai que je suis un coureur qui a gagné des courses tous les ans et les 2 années chez AG2R, j'ai pas gagné de course et en termes de résultats, ça a été en deçà de mes espérances. Donc, je peux pas me satisfaire de ça tout simplement. Je recherche plus à ce niveau-là, ça c'est sûr. Ouais, justement, parce que, tu es un coureur qui a gagné tôt, hein, avec, cette victoire d'étape sur la Vuelta 2016, sur le Tour de France 2017 déjà. Voilà, tu as gagné tôt et ensuite, alors, il y a je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? En tant que suiveur, on ne sait pas non plus, mais, il y a un wagon qui a été loupé, le niveau a été augmenté ou alors, est-ce que tu t'es un petit peu perdu quelque part? Parce que tu étais quand même l'un des grands espoirs du cyclisme français. On s'attendait à ce que tu gagnes encore, encore et encore et finalement, voilà, tu es un peu stagné dans les résultats. Nous, on aimerait bien en comprendre avec toi, si tu peux nous le dire. Ouais, ouais, bon après il y a des facteurs qui sont très simples dans le sens où dans le vélo, tout va très vite. Donc quand on a un début de carrière comme j'ai eu, comme vous le dites, on devient très, très facilement et un espoir, on va dire, et un grand espoir du cyclisme. Forcément, en 2 ans, gagner 8 courses, gagner une étape sur le Tour, gagner une étape sur la Vuelta, des classements généraux et tout ce que j'ai pu gagner, ça m'a permis d'avoir un statut de leader très vite dans le vélo avec Direct Energy. Mais derrière, les années 2018 et 2019, même s'il y a eu moins de gagnes, il y a quand même eu 4 gagnants en 2 ans, un gros Tour de France en 2018, il y a eu des belles satisfactions et j'ai tenu mon rang de leader pendant les 2 années qui ont suivi. Alors forcément, le problème, c'est que quand on vise la barre, quand on met la barre haute après une saison 2017, les suiveurs attendent forcément plus. Donc ça, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est vrai que depuis, on va dire, depuis le Covid et depuis l'arrêt un peu en 2020, j'évolue plus en termes de résultats à ce que je faisais par le passé. Donc ça, c'est clairement un fait.
Maintenant, je sais que les jambes sont là, le niveau est plus dense, ça aussi c'est quelque chose de différent, mais c'est surtout ce qui vous permet dans le vélo de concrétiser des top 10 par des podiums ou des gains, et aussi tout simplement le statut qu'on a dans une équipe, la confiance qu'on a dans une équipe et la confiance qu'on a soi-même, le degré de, on va dire, d'agressivité qu'on a sur le vélo. Et quand on est un tout petit peu en dessous, à 90%, ne serait-ce qu'à 90%, ben, forcément, on est un peu plus effacé. Donc, c'est ce que j'ai bien, on va dire, eu le temps de comprendre et de digérer, et ce qui a impliqué ben, mon choix de changement d'équipe et cette remise en question. Après, est-ce que c'est un pari gagné d'avance ou non? Ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je vais travailler très dur pour regagner des courses parce que je sais le faire et j'en ai les capacités. Donc, je sais qu'au fond de moi, j'ai des satisfactions dans ma carrière et qu'au début, en arrivant chez les pros, j'aurais même pas pensé faire ce que j'ai fait, mais j'attends beaucoup plus et j'ai envie de, comme on dit, de faire sortir un peu cette rage et cet orgueil que j'ai en moi et qui est un peu étouffé depuis 2 ans chez AG2R. Ouais. Oui, hein, tu signes, on le rappelle, chez Intermarché Vanty Groupe Gobert pour 2 ans, à partir de l'année prochaine. On a l'impression que même dans tes propos, que c'est un nouveau départ. C'est comme si tu repartais un petit peu au niveau professionnel. Voilà, on sent l'envie de performer, et voilà, de redémarrer en fait. Oui, oui, bah, nouveau départ, je dirais pas ça dans le sens où maintenant, je peux pas avoir le caractère d'un néo-pro tout feu tout flamme. Je vais avoir 30 ans bientôt, ça va faire 8 ans que je suis chez les pros, donc j'ai forcément tout ce recul et toute cette expérience qui va avec. Donc je peux pas être insouciant comme à mes débuts, ça je l'aurai plus jamais. Maintenant, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux et j'ai plus de temps à perdre. Je sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sais pas combien de temps ma carrière va durer et combien de temps j'ai envie encore de m'investir à 100% dans ce sport-là, parce que c'est quelque chose aussi magnifique mais très prenant. Et en tout cas, je prends ça vraiment comme une chance de pouvoir être à nouveau à 100% moi-même, ce que je n'étais pas chez AG2R puisque j'ai pas réussi à trouver ma place. Donc voilà, c'est vraiment, je prends ça un peu, comme voilà, comme une chance de pouvoir m'exprimer à 100% sur le vélo et de croquer un maximum, comme on dit. Donc je me fixe pas de nouveaux départs d'objectifs précis à atteindre, mais juste d'être à 100% investi dans ce que je fais et à 100% sur le terrain, et de concrétiser ça par des belles gagnes et gagner en confiance. Et je pense, j'atterris dans une des meilleures équipes pour ça, parce que c'est une équipe qui grandit très vite et qui a gagné cette année quasiment 25 courses et qui veut vraiment peser sur la course et gagner sur la course plutôt que courir placé. Donc je pense que cette philosophie-là va vraiment m'apporter ce qui me manque ces dernières années. Ouais. Oui, avec cette équipe à Intermarché Vanty Gobert qui a gagné un peu partout où elle est passée. Très surprenante cette saison. On espère encore plus surprenante la saison prochaine avec toi. Tu restes encore quelques secondes avec nous. Il y a une petite rubrique où c'est des questions assez courtes et il y a souvent une ou deux solutions et tu réponds par rapport à ça. C'est souvent du second degré. C'est juste après le jingle. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Alors du coup, la giclette aujourd'hui est réalisée par moi. Donc on est toujours avec Lilian Calmejane, coureur d'AG2R Citroën. Et donc on va commencer donc avec la première question dans cette giclette. Alors la plus grande fierté dans ces championnats du monde de gravel que tu viens de disputer, c'est de finir devant Miguel Angel Lopez, ou alors il y a un peu de regret d'avoir fini derrière Peter Sagan? Non, 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 il y a ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Alors quel coéquipier es-tu le plus content de retrouver l'année prochaine? Adrien Petit ou Renta Ramae? Les deux, c'est dur de répondre, mais allez, si je devais dire, un, je dirais, je dirais Adrien Petit, parce que je le connais depuis la création de Direct Energy, donc ça me fait vraiment plaisir de retrouver le bison. Hein. Ah oui, le bison, c'est vrai, son surnom. Incroyable pour Adrien Petit. Alors, tu préfères, pour la fin de ta carrière, ne gagner qu'une seule fois, mais sur le Giro, ou gagner 10 fois encore dans le reste de ta carrière? Si tu avais à choisir. Non, mais ça dépend les 10 forcément. Ah, mais Mais après, j'ai pas dit. si c'est 10 étapes du tour, il y a pas, non, il y a pas photo. Honnêtement, du coup, je réponds pas rapidement, mais le Giro, ça reste, c'est vrai que rentrer dans le cercle fermé des
des vainqueurs d'étape des 3 grands tours, c'est quelque chose d'énorme. Et en fait, j'ai toujours dit que c'était un leitmotiv dans le sens où, par rapport à mes capacités, je pense que c'est la plus grande chose que je peux accomplir dans le vélo. Maintenant, gagner 10 courses, une victoire sur le Giro, ça ne remplace pas 10 victoires. Seule une victoire sur le Tour ou un titre de champion du monde remplace ça. Donc non, honnêtement, à la limite, regagner sur le Tour, oui, je donne 10 gagnes en classe 1 pour regagner sur le Tour. Mais non, le Giro, ça vaut pas la chandelle. Ok, très bien. Il n'y a pas de problème. Tu peux refaire mes questions comme ça, au moins, c'est bien fait. Alors, j'ai un truc encore. Alors, en ce moment, tu roules plutôt en Citroën ou alors tu fais tes courses à Intermarché? Ah, je peux dire les deux, mais non, ça serait mentir. Non, mais c'est vrai que je fais mes courses à Intermarché depuis bien longtemps. Ouais. Ah bah voilà, c'est déjà ça. Après ta carrière, tu préfères rester dans le milieu du vélo ou alors ouvrir un restaurant, toi qui aimes la gastronomie? Et ça peut être les deux aussi. Ça peut être ouvrir un restaurant dans le milieu du vélo. Ah oui, faire les deux en même temps. Bah appelle-moi parce que je me mettrai avec toi. Alors, au niveau de la gastronomie, faut que tu adores ça. Plutôt bougnette ou alors frites belges? Ah, c'est pas facile à répondre, mais plutôt frites belges quand même. C'est Ah. vrai que c'est quand même. J'en mangerai pas tous les jours, mais quand on en mange une fois de temps en temps, c'est quand même vraiment, vraiment très bon. Bah, c'est ta nouvelle équipe qui va être contente, hein. On rappelle, les bougnettes, c'est une spécialité de par chez toi, voilà, toi qui es de Albi. Pour ceux qui aiment la gastronomie, vous allez chercher sur Internet et vous allez en manger. Merci beaucoup, Lilian, d'avoir été avec nous. Lilian Calmejane, coureur d'AG2R à la Mondiale Citroën, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Et puis, on te retrouve sur le vélo dès l'année prochaine. Et puis, très vite pour toi, l'entraînement, j'imagine. Et bonnes vacances à toi. Ouais. Encore quelques cyclocross avec le maillot AG2R. Ah bah oui. Et puis ensuite la saison route qui va arriver très vite. On n'oublie jamais le vélo avec toi. Merci beaucoup Lilian d'avoir été avec nous. Et nous, on continue dans Ça déraille, on n'arrête pas parce qu'on va retourner sur une course dont on a parlé avant. Non, ce ne sont pas les championnats du monde de gravel. Le Tour de Lombardie. Parce qu'on a perdu, on a perdu un Français dans la Pampa. Et on va en parler tout de suite dans le sprint final. Oh le coup de tête de Marco, oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. Et vous l'avez deviné bien sûr lorsqu'on en a parlé dans la première partie, le Français, c'est qui ? C'est Julien Alaphilippe, disparu rapidement sur le parcours du Tour de Lombardie, terminant 51e à 7 minutes 40 de la tête. Voilà, c'est... On est sûr qu'il est arrivé ? Ah oui, il est Alors arrivé. on en parle. Oui, il est arrivé, Julien Alaphilippe. C'est ouf de soulagement, presque la fin d'une saison galère pour lui, Rémi. Oui, voilà, il y a eu... C'est vraiment une saison oubliée. Après, tout le monde, tout coureur de haut niveau la connaît au moins une fois dans sa carrière. C'est vrai que ça faisait beaucoup de temps qu'il gagnait, même s'il avait moins gagné en 2021 déjà. Là, c'est vraiment une année oubliée. Les blessures, le Covid à peu près 15 fois, la malchance, aussi une adversité qui a grimpé évidemment aussi. C'est vraiment tout. Il n'y a rien qui allait dans son sens. Donc, clairement, une saison oubliée pour Julien. Alors, une seule victoire cette année, c'était sur le Tour du Pays Basque. Deux, il gagne sur le Tour de Wallonie au-dessus du mur de. Oui. Ah oui, c'est vrai, Ouais, sur le son mur retour, de ouais. c'est vrai, pour son retour. Et après, je crois qu'il bâche. n'a pas le Covid. Ou S'il a le Covid après, un truc comme ça, ouais. Deux victoires, pardon. C'est plus jamais vu depuis 2015. Donc ça commence à dater pour Julien Alaphilippe. Alors, Gilou, toi qui vois ça de ton œil d'expert belge, pour ce coureur qui est dans une équipe belge, est-ce que c'est une année sans ou alors c'est le début d'un déclin ? Comment tu le ressens ? C'est une année sans. Déjà, j'ai lu un article aussi, pas très sympa, les Belges. Julien Alaphilippe, retour dans l'anonymat. Bon, quand même, soyons un peu sympa. Moi, je rappellerai juste que Gilbert était extraordinaire en 2011. Il a été champion du monde. L'année après, rien. Une victoire. Une année catastrophique. Et puis après, il gagne quand même encore 2 monuments, dont le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Donc, Gilbert a fait le choix aussi de se réinventer, d'aller vers de nouvelles choses, d'essayer ce sur quoi il n'était pas, avec il était plus sur les Ardennaises, il était sur les Flandriennes. Donc je pense pas qu'il faut s'inquiéter pour Julien, parce que d'autres l'ont fait avant lui, c'est un grand champion. Peut-être à lui aussi de voir s'il n'y a pas d'autres aspects à aller visiter. Pourquoi pas essayer un grand tour ? On a vu ce qu'il était capable de faire sur un Tour de France. Je sais pas, je donne des pistes. Je ne m'inquiète pas pour lui, mais la saison, elle est bien pourrie, ça c'est sûr. Pas d'inquiétude pour Gilou. Est-ce qu'on a peur ? Est-ce que la France doit avoir peur, Rémi ? Il a 30 ans maintenant. Il a 30 ans, Philippe, alors il est pas vieux. Alors,
quand on, Ah non, le me dis problème pas c'est que quand on parce voit qu'on les a le têtes même âge, d'affiche, alors. quand on voit les têtes d'affiche, j'ai un an de plus, hein, donc Oui, si je dis bon, qu'il est vieux, je suis. non, on est mal barré. Quand on voit les têtes d'affiche aujourd'hui, elles sont beaucoup plus jeunes. Donc évidemment, Van Aert, c'est le plus jeune, il a 3 ans de moins. Donc c'est le plus vieux de toutes ces têtes d'affiche. Donc évidemment que ça joue, ça joue aussi. Maintenant, est-ce qu'on est inquiet? Oui, parce que on va pas se mentir, Julien, ces dernières années, c'était quand même l'arbre qui cachait la forêt. Ouais, Même pour, si on a beaucoup de très bons coureurs à côté, comme des Anthony Turgis, Christophe Laporte, Arnaud Démare, on peut Arnaud le noter, Démare, bien sûr, évidemment. qui gagne des. Voilà, on a des coureurs quand même qui sont capables de gagner des belles courses. Mais Julien, c'était celui qui frappait et qui frappait juste quasiment à chaque fois. Donc oui, on a un petit peu peur et il faut voir ce qui arrive derrière aussi. Maintenant, je suis d'accord avec Gilou que parler de déclin tout de suite, ça me paraît prématuré. Ouais, mais quand on voit tous les coureurs qui arrivent là, qui sont hyper jeunes, Pogacar il est jeune, Remco il est jeune, il y a encore plein de coureurs Bernal. qui sont en train qui sont en train d'arriver là. On voit des Juan Ayuso à 19 ans. Bref, est-ce que la période de Julien Alaphilippe qui était à son point d'orgue il y a 2-3 ans, voilà, où il a pu gagner pas mal de courses, est-ce qu'elle n'est pas passée? Ça y est, maintenant, on a vu que d'autres coureurs arrivaient et Julien Alaphilippe maintenant va rentrer dans l'anonymat, ce que l'on n'espère pas. Je ne sais plus qui a noté cette phrase. Mais Je vais vous sortir l'article, je vais essayer de vous le retrouver. ouais, mais du coup, est-ce qu'il a pas manqué est-ce que ça y est, sa période de gloire n'est pas passée, Gilou? Ah si, si, la période où il était le meilleur puncher du monde, où on savait qu'une pente à 11-12% sur 1 kilomètre, quand il accélérait, personne ne pouvait aller avec lui, c'était sûr et certain. Pour moi, celle-là, elle est terminée. Mais il pourra encore gagner des courses, il en gagnera encore des belles parce qu'il a du panache, parce qu'il a du talent, parce qu'il est fort. Mais cette période vraiment où, quand il attaquait, il gagnait, pour moi, elle est terminée. Par exemple, sur le mur de Oui ou sur la Flèche Wallonne, s'il y va l'année prochaine, avant, on se disait c'est quasiment impossible d'aller battre au-dessus. Je suis même pas sûr qu'il arrivera comme favori l'année prochaine. Ouais, Mais que cette il peut année, encore la gagner. C'est ça que je veux dire. Il peut encore gagner des belles, mais il sera plus autant favori. Par exemple sur Liège-Bastogne-Liège aussi. Regarde, il y a 2 ans, quand il y a le Tour des Flandres 2020, on a le trio Van Aert, Van Der Poel, Alaphilippe. Ce sont les 3 têtes d'affiche du vélo. Pogacar vient de gagner le Tour, certes, mais il vient d'arriver pour le grand public, même s'il avait gagné sur la Vuelta l'année d'avant. On a ces 3 têtes d'affiche. Aujourd'hui, si tu regardes les têtes d'affiche du vélo, c'est Remco, c'est Tadej, c'est encore Van Aert. Pour le coup, Van Der Poel a fait une saison un peu mauvaise aussi, donc pareil, il rentre un peu dans le rang, mais il est plus jeune et il a d'autres cordes à son arc par rapport à Julien aussi. On espère qu'il va vous faire mentir parce que on veut revoir Julien Alaphilippe au plus haut niveau. Il a connu une saison extrêmement galère et puis il y a aussi ce poids sur les épaules de ce maillot de champion du monde. D'ailleurs, il y a Thomas Vauclair qui a donné une interview à Bistro Vélo Eurosport où il explique 2 choses. Déjà, il dit Julien Alaphilippe avait besoin de se séparer de ce maillot qui lui pesait lourd sur les épaules et aussi la stratégie qui n'avait pas tout bien fait sur les championnats du monde, comme quoi on avait raison d'en parler. Et voilà, il y a déjà cette pression en moins. On va pouvoir découvrir le bleu de la tenue. Ah non, mais on l'aime pas trop. Ouais, on aime pas le maillot de la course. Ah, ouais, c'est moche. Si je peux ajouter quelque chose, est-ce qu'il n'est pas temps pour Julien d'aller voir ailleurs? Oui. Est-ce que là, maintenant, il n'est pas temps d'aller voir ailleurs? Parce Bah... qu'on a compris que la Quick-Step, c'était Remco. Et ça va être Merlier. Mais ce ne sera pas Julien. Julien n'est plus la tête d'affiche de son équipe. Julien est presque, sur certaines courses où Remco sera là, sera presque peut-être plus le leader. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps pour lui d'aller voir ailleurs? Ben, on l'accueille dans une formation française avec plaisir. Le problème, c'est qu'il est encore en contrat jusqu'en 2024, alors, si je ne me trompe. Alors, si vous voulez, alors bon, maintenant, a priori, les rachats de contrats, ça commence à... ça commence à se faire dans le vélo. Oui. Donc, on met 5 millions sur Remco, par exemple. Alors, jusqu'en 2024. Donc, il a encore 2 ans de contrat. 2 ans. Pour Julien Alaphilippe, difficile de... Bon, après, le cyclisme... Je ne serais pas étonné que Quick-Step soit content de s'en débarrasser pour choper des grimpeurs pour Remco. Hein. Après, peut-être qu'il va se muer en équipier parfait. On sait pas, c'est pas. Mais pas le genre. Mais du coup, moi, je voulais poser une dernière question sur ce sujet. Est-ce que les performances françaises, tu parlais qu'on avait encore de très bons coureurs, on a vu Christophe Laporte, 2e des mondiaux notamment, il y a très peu de temps. Est-ce que les performances françaises vont en souffrir, Rémi ? Oui, à court terme, c'est sûr. Déjà, regarde cette année, sur les grandes courses, finalement, le résultat, il est quand même relativement décevant.
Je l'avais déjà dit la dernière fois lors d'un podcast. Au début de saison, on a un podium sur Milan-San Remo, on a un podium sur Ganvé-Velgem. On se dit, bon, bah, c'est cool, au moins on a des podiums. Puis c'est pas Julian, ça change, ça va finir par claquer. Puis finalement, il n'est pas arrivé grand-chose. Alors on a Arnaud Démare sur le Giro qui fait son taf. On a Laporte qui a gagné sur Paris-Nice et sur le Tour. Mais oui, à court terme, c'est sûr, à moins qu'il y ait un de ces garçons ou même un plus jeune qui vienne vraiment à exploser. Lenny Martinez et Romain Grégoire. Tout le monde Par ne exemple. parle que de. Ouais, Axel Zinghi. Ah, ils peuvent pas se foirer. C'est vrai qu'il y a Ah, Zinghi. j'avoue que franchement, on entend beaucoup parler et pourtant se battre par les Belges sur le Tour de l'avenir. Voilà pour. Non, vous n'êtes pas fait battre. Il vous a explosé. Il a mis une branlée à tout le monde. Ah oui, il a pas battu. c'est vrai que l'homme qui s'appelle comme une couleur du ciel, nous a largement battu. Je le Tout prononce ça pas. pour pas le Ouais, prononcer. c'est clair, pour pas le prononcer. Kian Uijtebroeks. Voilà. Yann Heusebroeks, ouais, c'est bien. Oui, Heusebroeks, c'est ouais. facile. J'essaye. tu vois. Alors, Julien Lafilippe n'est pas encore à la retraite, vous avez compris, transition tout trouvée, mais ce n'est pas le cas pour 3 mastodontes du cyclisme. Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali et Philippe Gilbert, c'est 5 grands tours, 42 étapes de grands tours, 12 monuments qui s'envolent d'un seul coup, pouf, comme ça. Est-ce que c'est pas une page de l'histoire du cyclisme qui se tourne, Rémi Dos Santos? Oh bah si, indéniablement. Là, tu viens de donner des chiffres qui sont faramineux. Alors, pour les 3 chiffres mecs en plus. à revérifier évidemment comme d'habitude, puisque vous connaissez, on n'est pas tout à fait pointilleux, mais voilà. Puis là, tu parles que des grandes courses. Si tu Ah oui, mets bout à bout toutes les victoires des 3, déjà, Valverde, il est à 130 ou 140. Donc, ça fait des chiffres. Tu dois être quasiment à 300 victoires Alors, avec les 3. Valverde 133. Voilà. On a un Gilbert qui en a juste 80, petit Ah, il est joueur. nul, 210 du coup. C'était seulement. Et 52 pour Vincenzo Ouais, Nibali. donc voilà, 270 victoires à peu près à eux 3, c'est quand même phénoménal. Donc oui, c'est une page du vélo. C'est clairement les 3 plus gros cyclistes du 21e siècle. Si on prend sur les 22 ans de ce siècle, pour moi, il y a personne qui va au-dessus, à part Lens. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de le dire. Non, pour moi, c'est les 3 vraiment de ce début de siècle. Ouais, avec. Peut-être un Mark Cavendish, éventuellement. Ouais, voilà, qui est encore dans le peloton et qui va. Mais voilà, c'est un sprinter. Ouais. C'est un sprinter, donc alors il a gagné beaucoup de courses et grand talent aussi, mais c'est pas la même chose, à mon sens en tout cas. Oui, Gilou, tu voulais dire quelque chose? Non, je dis que de ces 3 gars-là, on est en train d'en voir les enfants, en fait, parce que d'avoir écouté les interviews, par exemple, d'Arnaud Dely, il s'est mis au vélo en regardant Gilbert. Son exemple, c'était Gilbert. Je pense que pour Ayuso, c'est la même chose. C'est un enfant d'Alejandro Valverde. J'ai un pote à moi, c'est Tom Paco, qui roule chez Bingo, le Wallonie-Bruxelles. Il a commencé le vélo en regardant Gilbert gagner au Mont des Alouettes. Donc là, on est en train de se rendre compte de l'impact qu'ont eu ces gars-là parce qu'on en voit leurs enfants, en fait. Ouais, et peut-être que Andrea Piccolo, qui a terminé 11e Ou Baroncini, par exemple. Voilà, qui a terminé 11e du Tour de Lombardie, a aussi regardé Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde. Bon, voilà. Est-ce que bon, après, tu as une affinité particulière avec Philippe Gilbert, je suppose, Gilou, mais est-ce qu'on se rend compte d'avoir eu quand même ces coureurs au sein de notre peloton? Attends, il y a quelqu'un qui fort dans le mur, c'est un peu chiant, non? Non, ça va, c'est bon. C'était quoi la question? Non, de savoir sur ça des plâtres. de savoir si tu te rends compte d'avoir eu cette chance de voir évoluer ces coureurs, parce qu'on se rend jamais compte, on se dit ouais, on les voit, puis finalement après une fois que ça s'arrête, tu dis ah quand même c'était pas mal. Ouais, ce qui me dérange un peu, alors Gilbert, ça a été quelqu'un d'incroyable pour moi parce que c'est la période vraiment où j'ai commencé à aimer le vélo et il y a eu pas cette rivalité, mais vous parliez d'arbres qui cachent la forêt. Nous, on a eu quand même pendant une grosse période Bonnen, Gilbert et derrière un gros trou. Alors maintenant, c'est plus le cas, mais Gilbert, c'était vraiment l'exemple type d'un coureur qui faisait donner des émotions parce que ses victoires, il se passait toujours quelque chose. C'était pas des victoires attentistes, c'était toujours des victoires d'attaque. C'était un tempérament, un panache. Et donc, on a apprécié les victoires de Gilbert et surtout, il était liégeois, il habitait pas loin de chez moi, donc d'office, j'avais une attache par rapport à lui. Seul truc qui m'ennuie un peu, c'est que je trouve qu'il est parti un peu tard et que là, le voir encore dans les courses et le voir aussi en difficulté comme Nibali, je trouve ça un peu dommage, contrairement à Valverde qui est encore capable de faire de belles places, mais j'aurais voulu les voir partir un peu plus au top.
Et il a gagné sur les 4 jours de Dunkerque ou quelque chose comme ça. Je crois que Je Philippe crois que Gilbert, c'est cette ça, année, ouais, ça me dit quelque chose. je me souviens commenté par Jérémy Sac. Génial. Excellent. Ouais. Non. Ah, alors Mais- c'est mauvais. Voilà. non, mais voilà, c'est des coureurs qui ont marqué une C'est époque. par rapport à tout ce qu'il a fait, mais c'est mon ressenti pour plein de joueurs ou plein de choses. C'est La difficile de dernière partir au saison de sommet. Kobe Bryant, il était pas obligé d'en faire, quoi. C'est ça. Bon alors, question, on va dire, souvenir. En gros, qui vous a fait le plus kiffer? Quel bon souvenir vous gardez de ces coureurs, Rémi? Alors moi, j'avais une affinité particulière pour Valverde. Ah. Euh, Parce qu'il a laissé gagner Rui Costa, au championnat du monde. Déjà pour ça. J'aimais beaucoup. Alors, parce que quand il est arrivé jeune et qui jouait dans la cour des grands qui étaient Armstrong ou Vinokourov, Tout à fait. j'aimais beaucoup qu'ils viennent les titiller. C'était en plus un loser magnifique à ses débuts. Parce que son temps a tombé alors qu'il était favori ou quoi. C'est vrai qu'il abandonne sur le Tour de France. 2008. Ouais, je sais plus quel Tour de où France. Où il est favori. Ouais. Où il est favori, c'est Sastre qui gagne quoi à la fin quoi. Donc ouais, j'avais une affinité pour Valverde. Moi, ce que je vais retenir de Valverde, je me rends compte, c'est ses batailles avec Contador sur la Vuelta et Rodriguez, mais surtout son titre mondial. Ouais, Parce que évidemment. c'était l'aboutissement du truc. C'était genre, en parlant de loser, le mec il a 6 podiums sur les mondiaux, sur différents types de terrains, mais il est jamais devant. Et puis en 2018, il y arrive. Et même si Romain Bardet, j'étais quand même Au pas sprint, si de toute déçu. façon, Ouais, il n'y avait pas grand chose à faire. pas grand chose à faire. Gilou, bon, évidemment, mais c'est Philippe Gilbert, mais t'as des souvenirs, des trucs qui t'ont marqué? Ouais, il y en a deux gros souvenirs. Le premier, bien évidemment, sa victoire à Valkenburg quand il est champion du monde, avec le monologue exceptionnel de Rodrigo Benkens que tout fan de cyclisme belge et même français connaissent. C'est pour nous les Belges, dès qu'on regarde, c'est des frissons. Je crois que je connais les 8 minutes par cœur depuis le départ de Marcato sur le Cauberg. Et la deuxième chose, parce que j'y étais, c'est sa victoire sur la Flèche Wallonne. Parce que c'était sans doute la plus inattendue, parce qu'il répétait qu'il était trop lourd, qu'il ne pouvait pas gagner au-dessus du mur, parce qu'il y avait Purito Rodriguez qui était là et qui était quasiment imbattable dans ces pourcentages-là. Il gagne. C'était le 5e Wallon de l'histoire à gagner la Flèche Wallonne, parce que, vous savez, Flandre, Wallonie, des coureurs wallons, on n'en a pas beaucoup, et c'est pour ça que je m'extasie autant sur Arnaud Dely. Là, il va gagner cette Flèche Wallonne. J'étais sur place. C'était un stade de foot sur toute la montée. Et quand il a gagné après, je pense qu'on a chanté pendant je ne sais pas combien de temps. Et je me rappelle pas de la fin. Non, j'étais encore jeune à l'époque, mais j'avais quand même bu quelques bières. À 8 ans. Non, mais après. Non, c'était quoi? C'était en 2000, quoi? C'était en 2011. 2011. 2011, non, donc mais 2011, Tu fais il y le a, triplé, je crois, non? C'est ça? il y a 11 ans. 11 ans, 2011. Ah, ça nous J'avais rajeunit pas, ça. 16 ans. Ça va. C'est bon, ça passe. Et puis, il faut le dire que le jingle de la giclette, Boum, Oui, la giclette, vient de là. c'est Bien sûr. pour Philippe Gilbert, Pour ceux qui ne l'avaient évidemment, pas. qui a marqué, bien sûr, toute une époque. Et Il toi lui manque juste Milan San Remo. Bah, évidemment, je vais donner Vincenzo Nibali. Moi, il y a 2 moments qui 3, allez. Le premier, c'est donc sur le Tour de France quand il arrive à gagner dans les rues Grosse concurrence cette année-là. de Hein. Grande-Bretagne. En 2014, je ne m'en souviens plus exactement de la ville, peut-être Leeds. Bref, je ne me souviens plus. Il gagne devant le peloton en descente. Voilà, ça a marqué aussi le fait qu'il était très fort sur le Tour de France qu'il va remporter. Il y a pour moi ce Milan-San Remo. Incroyable qu'il arrive de nulle part à remporter Quand il attaque, c'est ça? voilà, quand il Ouais. attaque de loin, il arrive à résister, il est tout seul dans la descente et voilà, c'est le requin de Messine, on disait terminé et finalement il va remporter Milan-San Remo. Et puis bien sûr c'est ce moment de bataille avec Chris Horner, ça on n'oubliera jamais pour Vincenzo Nibali. Si tu l'avais pas dit, je l'aurais évoqué. Battu évidemment. par un papy, Et Ah, ça, cette je Vuelta suis désolé, mais 2013. alors moi, quand on me parle de Vincenzo Nibali, je dis oui, il a gagné plein de courses et tout. Et voilà, pour moi, c'est Chris Horner et Thibaut Pinot, évidemment, puisqu'il y avait le duel avec lui, Thibaut Pinot, que j'ai bien sûr adulé et que je continue à aduler. Oui. Est-ce que sur le top Pour- 10 du 21e siècle, alors je sais plus s'il était cité sur le top 10 général ou sur le top 10 des grimpeurs, je crois qu'il a été sur les deux. Mais je sais plus s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis en malus justement le fait qu'il a été battu par Horner sur la Vuelta Ça 2013. peut compter. Gilou, tu voulais dire quelque chose? Ouais, on parle de Gilbert, de Valverde, mais c'était des très bons coureurs et sans doute les meilleurs de leur époque, dans leur domaine. Mais là, est-ce que Nibali, on parle pas du meilleur descendeur de tous les temps? Est-ce que c'est pas le meilleur descendeur de l'histoire du cyclisme qui s'en va?
Et encore, on l'a pas vu avec une selle télescopique, mais sinon, mais pour moi, Zacharine, sinon. Ouais. Non, mais vraiment, Non, moi, vraiment. il a fait des trucs de fou. Milan-San Remo, il gagne en descente aussi, c'est pareil. Enfin, il y a tellement de courses qu'il a remporté grâce à une descente fantastique. Voilà. Tacticien hors pair pour le coup Ouais, aussi. ouais, évidemment. En plus de notre très très bon descendeur. Pour moi, il avait pas le talent, par exemple, d'un Pogacar, mais il a réussi à faire le maximum avec ce qu'il avait et il a remporté de nombreuses courses avec. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est très bien résumé. Voilà, merci. Vite fait, avant de terminer là, le classement de celui qui a plus marqué le cyclisme, qui on met 1, 2, 3 là. Moi, je mettrais quand même. Pour moi, c'est Gilbert, Valverde, Nibali. Voilà, c'est dans ce sens-là. Valverde, Gilbert, Nibali. Gilou. Comme toi. Ah, comme Gilbert, Valverde, Nibali. Ok, d'accord, on est d'accord. Parce que voilà, il a su différencier son jeu. Voilà, Oui, il a non, été je numéro comprends. 6, il a été défenseur, il a été attaquant de pointe. Philippe Gilbert, c'est Alors pour je comprends, ça ça a complètement du sens. Après, moi, Ton switch, Valverde, ton switch de carrière, de morphologie, parce que quand tu regardes le Gilbert 2011 et le Gilbert qui gagne Roubaix, Roubaix, c'est pas le même homme. Hein. Ah bah non, clairement. C'est plus du Nils Pollitt style sur Paris-Roubaix et en 2011 c'est plus du Julien Lafilippe. Voilà. Le gars il est passé de Lenny Martinez à Christophe. Doucement avec Lenny Martinez. On va passer au quiz parce que oui, j'en ai un tout petit avant de terminer ce podcast. Un tout petit quiz parce que Jérémy n'est pas là, donc j'ai dû m'en occuper. En plus, c'est du 1 vs 1, ça devrait aller vite. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche, Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Alors pour le quiz de cet épisode, c'est simple. Je vous avais demandé de réviser vos classiques, vos légendes. Eh bien, c'est un jeu genre. Est-ce que c'est Valverde ? Est-ce que c'est Gilbert ? Est-ce que c'est Nibali ? Ou est-ce que c'est les deux ou les trois ? Ou les deux, oui, ou les trois. oui. Oh là là, allez, c'est Burger Quiz x 1000. Bah oui, mais alors. Mais vous inquiétez pas, c'est pas hyper dur à trouver. Donc jeu de vitesse, c'est simple. Vous me dites soit le nom, soit vous me dites 2, soit vous me dites 3. Okay. Simple. Ok. Et vous me donnez les deux évidemment, c'est pas les bons. Les trois, faut donner aussi. Les trois, je ne pense pas. Alors, à gagner un grand tour. Nibali. 2. Non, les deux. Quels sont les deux coureurs ? Nibali et Valverde. Tout à fait. À gagner le Tour de Lombardie. 2. Nibali Gilbert. C'est une bonne réponse. À gagner une étape sur le Giro. 3. Ce n'est pas 2, c'est 3. Ils ont tous gagné sur le Giro. J'étais pas sûr pour Gilbert, mais. À évoluer. Gilbert, j'étais pas sûr. Alors pour l'instant, c'est un 3-0. À évoluer sous. Non, 2-0. Parce que. Ah oui. 2. Non. 2-0. À gagner 2-0. un grand tour. À gagner un grand tour. Bah, c'était 2. À gagner. Ah bah ouais. À gagner le Tour de Lombardie. 2. Donc 2. à gagner une étape sur le Giro. 3. Donc du coup, tu as eu les 3 points. Oui. Ouais, merci, il y a 3-0. À évoluer sous une équipe de chaudière. J'ai réfléchi. Ah bah, je vois ça, oui. Il faut y aller, hein. Après, vous savez, moi j'entends. 1, Valverde. Valverde, ouais. Alors, moi, La j'avais Vikigas. plutôt dit 2. Nibali a quand même évolué chez Astana, hein, mine de rien, donc pendant un petit moment. Est-ce que Valverde, Nibali, j'ai mis Valverde, évidemment, hein, puisqu'il est passé par la Kelme et tutti quanti, puis le dopage, voilà. Gilbert, non, mais Nibali, j'avais noté pour Astana. Écoute, je donne pas de points là-dessus. On continue. A eu un vélo d'or. Un cauchemar qu'on ne donne pas. Mais non, bien sûr que non, parce que moi j'attendais 2, parce que Nibali Astana, c'était. Ouais, non, c'est vrai que Nibali Astana. A eu un vélo d'or, pardon. 1, Gilbert. C'est faux. Oh là là, je suis nul. Bah, je vais dire 2. Oui. Valverde et Gilbert. Valverde et Gilbert. Vincenzo Nibali n'a pas eu ce vélo d'or malgré sa saison 2014. Incroyable. Un surnom stylé. Oh bah. Nibali, le requin. Oui, bien Ouais, sûr, ouais, Gilles, ouais. merci. Nibali. Attends, Gilbert, c'est Phil. Oh, super. Simer et Bala. Merci. C'est vrai que Bala. Voilà, c'est stylé quand même. Oh, Bala, c'est Ouais, pas stylé. c'est Le pas requin stylé. de Messine, quoi. Le requin Tu de sais pas Messine, l'ours de Séville, tu vois. Enfin, il faut trouver le un gorille truc. de Rostock. Voilà, un truc. Le Voilà. gorille de C'est Rostock. ce qu'on J'allais veut. dire la même chose.
a été champion national en ligne? Les 3. Les 3, c'est une bonne réponse, en effet. 5, alors il faut savoir qu'il faut que tu marques... ah non, mais je crois que Rémi a déjà gagné, mais on va continuer pour Ouais, c'est le bon, fun. on continue pour la hype. A été champion national du chrono. 2. 2, alors Gilou. Gilbert et Valverde. Gilbert et Valverde, c'est une bonne réponse. 5-2. J'aurais dit Nibali Valverde. S'est fait battre par l'une des plus grosses surprises de l'histoire. Les 3. Les 3, c'est pas bon. Attends, c'est quoi? S'est fait battre par l'une des plus grosses surprises de L'une l'histoire. des plus grosses surprises. C'est quand même pas la victoire de Rui Costa. Moi, j'attends un coureur, 2 ou 3. J'avoue, après ça, j'ai pensé direct à ça. Dites-moi. Moi, je dirais Nibali, parce que la victoire de Greg Van Avermaet aux Jeux Olympiques, elle est bizarre. Non, mais alors Nibali déjà, c'est Iglinski sur Liège-Bastogne-Liège, déjà grand 1. C'est ensuite Chris Horner Vuelta, donc ça c'est grand 2. Et ensuite Valverde, j'autorisais le Rui Costa, évidemment. Donc c'était 2 qu'il fallait répondre. En 1, si on me disait Nibali, je l'acceptais, mais je pouvais accepter avec argument. Mais non, Nibali, Horner, Iglinski, c'est incroyable. Donc j'ai donné une réponse, je me fais carrément maintenant engueuler. Ouais, mais tu me donnes le Avermaet Jeux Olympiques, mais non, pas du tout. Alors, n'a porté le maillot de leader que sur 2 des 3 grands tours. Quelqu'un qui l'a porté sur les 3, vous savez qui c'est, évidemment, parce que... Du coup. Ouais. 2. Gilbert Valverde. Gilbert Valverde, oui, bien sûr. Mais oui, je suis bête. Voilà, qui l'a porté sur... Alors, Gilbert, Tour de France et... Vuelta, moi je dirais non. C'est pas le Giro, d'ailleurs. Ah ouais? Chez Valverde, c'est pas le Giro, c'est sûr. Gilbert, vous êtes sûr que c'est pas que 1? Non, parce que j'ai regardé. Attendez, parce que me la faites pas à l'envers. J'ai regardé. Le Mont des Alouettes, ça c'est sûr, mais le reste. Ouais, Tour de France, c'est sûr. Moi, je suis sûr qu'il a porté le maillot rouge sur la Vuelta une fois. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Je ne crois pas, puisqu'il a été maillot rouge pendant 5 jours sur le Tour d'Espagne 2010. Voilà. J'avais bien vérifié. Et le dernier, c'était le point bonus, il y avait 5-5. J'ai couru Paris-Chauny. 1, Gilbert. 2. Aucun. Voilà. Personne n'a couru Paris-Chauny. Voilà, j'étais la petite surprise de fin. Voilà pour. Et terminer. on parle de légende? Oui, et justement. Le goût d'inachevé. Ouais, voilà. Très déçu, je suis très déçu. C'est clair, mais peut-être qu'il faut rempiler juste pour refaire Paris-Chauny. À savoir que Gilbert n'a pas fini sa carrière. Hein. Pour ceux qui veulent, il fait encore une course d'adieu à l'endroit où il a fait sa légende. Ce sera au Cauberg. Je ne saurais pas vous dire exactement la date, mais il y a encore un rendez-vous pour tous les fans de Gilbert au Cauberg. Ah, tant mieux, parce que je me disais que terminer sur Paris-Tour, ça me laissait un peu sur ma faim. Ouais, même si Paris-Tour, il a une amitié particulière avec cette course, étant donné qu'il l'a remportée. Mais voilà. Donc, pour Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, qu'on a essayé de rendre un maximum hommage, notamment avec ce quiz. Pour les paris, alors oui, il y avait un Pogacar, donc c'est toi Gilou, il y avait du Alaphilippe 2 fois, superbe, du Mas. Et moi j'avais mis Valverde, j'étais pas si loin que ça. On va arrêter les paris parce qu'on va pas faire ce Giro del Veneto ou autre chose. On fout comme de l'an 40. C'est le 15 octobre au Cauberg. Donc voilà, 15 octobre Cauberg, ce sera pour la dernière de Philippe Gilbert, pour ceux qui veulent y aller. C'est samedi. Dans 3 jours. Dépêchez-vous. Ouais, dans 3 jours, parce que le monteur va être efficace, il va le monter pour ce soir. 2 choses à dire. Merci pour les 1500 abonnés sur Twitter, on va pas se mentir, on a peut-être un peu reculé derrière, mais ça bouge tout le temps. Voilà pour les 1500 abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre. Et ça fait toujours plaisir. Et deuxième chose, la saison n'est pas terminée de Saderail. On va avoir normalement un bilan de cette année et on aura évidemment les Saderail Awards et un truc sur les transferts. Souvent on fait ça, enfin souvent, on n'a qu'une seule saison, c'est que la deuxième année, donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Voilà, et puis on vous laissera les top 10. J'en ai un, c'est le top 10 des plus beaux maillots. Je pense qu'on pourra le faire, ou des maillots qui ont une âme, quelque chose comme ça. Du 21e siècle toujours ou... Non, celui qui met pas Sonny Duval en première position, il est BNB viré de cette émission. BNB, le plus beau, évidemment. Après, tout est affaire de personnes, évidemment, pour les maillots. Merci à tous. Merci à toi, Gilou. Merci à Rémi d'avoir été avec moi, comme vous allez pouvoir le voir normalement en vidéo. Et puis, à très bientôt, à très vite, les amis. Salut.